on en parle. Depuis les années 80 et la mise en place de gouvernements comme ceux de Margaret Thatcher en Angleterre, de Ronald Reagan aux États-Unis, de Brian Mulroney au Canada, le néolibéralisme, doctrine économique et politique qui préconise le marché libre et une intervention limitée de l'État, est devenu l'idéologie dominante décriée par des penseurs comme Noam Chomsky ou Naomi Klein pour sa propension notamment à traiter les citoyens comme une clientèle, mise en cause d'ailleurs par les étudiants dans le conflit qui les oppose au gouvernement de Jean Charest. Le philosophe français Serge Audier vient de publier chez Grasset Néolibéralisme au pluriel, une archéologie intellectuelle, un ouvrage costaud de 600 pages dont nous avons confié la lecture à notre collaborateur Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Christian, définissons d'abord ce qu'est le néolibéralisme. Voilà, le problème avec ce livre, c'est qu'il se refuse à une définition, disons, homogène ou une définition stricte. Oui, il le met au pluriel d'ailleurs. Voilà, ouais. En fait, la manière dont on pourrait le définir, c'est un combat pour les libertés individuelles qui se veut méfiant par rapport à toute forme d'interventionnisme de la part de l'État. Donc, vous auriez en fait une branche qui est strictement libérale, c'est-à-dire qui valorise les libertés individuelles et tout ce qui doit les accompagner, ouais. Et une autre branche qui, disons, s'ajoute à cette défense libérale des libertés et qui dit que dès lors, le plus grand ennemi, le plus grand danger pour l'individu, c'est l'État. Alors que ce n'est pas nécessairement la conclusion du libéralisme. Le libéralisme est prudent par rapport à l'État, alors que le néolibéralisme considère que l'État est, disons, nuisible, pratiquement. Le plus grand adversaire potentiel, puisque celui qui détient un monopole de pouvoir pour contrer les libertés individuelles. On l'apprend bien dans le livre, les idées du néolibéralisme prennent racine en Europe dans les années 30, notamment dans ce colloque de Walter Lippmann tenu à Paris en 1938. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le contexte socio-économique européen à l'époque des années 30 qui permet l'émergence de telles idées? D'une part, il y a, évidemment, la guerre est sur le point d'être déclenchée. On est un an avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a cette période on suit la grande crise. Ensuite, il y a la période de la guerre qui va montrer, disons, dans son visage le plus odieux, les totalitarismes de gauche comme de droite. Oui. Et ensuite, vous avez une série de penseurs qui sont horrifiés par ce qui s'est produit au cours des années 30 et la première partie des années 40 et qui fustigent à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche, alors que une grande partie de la gauche, traumatisée par ce qui s'est produit par exemple en Allemagne ou en Italie, considère que le seul modèle possible est le modèle communiste, et ils sont encore très fidèles à, par exemple, le Parti communiste italien ou le Parti communiste français sont encore très fidèles à l'Union soviétique. Alors émerge une série de penseurs qui vont dire, si nous sommes de véritables défenseurs de la liberté, nous devons nous opposer à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et d'où émerge cette idée selon laquelle le grand danger serait de concevoir une société où les individus forment un tout homogène et qui est dirigé par exemple, bureaucratie qui décide, comme bon lui semble, du destin de l'ensemble de la population. Milton Friedman, qui est l'un des fondateurs de l'école de Chicago, fut l'un des plus ardents défenseurs du néolibéralisme, dit-on. Or, on parle beaucoup de néoconservatisme quand on définit l'école de Chicago, l'école de Calgary, d'où est issu d'ailleurs Stephen Harper. Quelle différence on peut faire entre le néolibéralisme et le néoconservatisme? Voilà, c'est particulièrement intéressant que vous me posiez la question à partir de Harper. Disons que le néolibéralisme essentiellement se veut une doctrine au départ neutre sur le plan moral, c'est-à-dire, ou alors elle va insister sur la défense des libertés individuelles, donc elle est neutre par rapport à la manière dont les individus veulent vivre leur vie. Là où elle n'est pas neutre, c'est par rapport aux obstacles qui pourraient, disons, empêcher les individus de vivre leur vie comme bon leur semble. Elle croit que l'obstacle le plus important, encore une fois, c'est celui de l'État. Alors qu'on pourrait dire que, par exemple, je ne sais pas moi, les corporations, les grandes entreprises sont des obstacles beaucoup plus importants. Ouais. Alors, de l'autre côté, vous avez un néoconservatisme qui, lui, essentiellement, par rapport, disons, à son ancêtre, le conservatisme, se veut un défenseur des traditions, mais aussi un défenseur des libertés individuelles. Donc, il y a quelque chose que le néoconservatisme apprend du libéralisme et du néolibéralisme. Transforme c'est, disons, une forme d'esprit tocquevillien, c'est-à-dire, vous savez, Tocqueville qui va dire, par exemple, que les plus grandes tyrannies sont celles de la majorité. Donc, le néoconservatisme est très sensible à cet argument et ne va pas considérer que les traditions, si elles s'imposent par la voie de la majorité, par exemple, sont d'emblée quelque chose qu'il faut considérer comme étant, disons, salutaire, moral, etc., etc. Et donc, il y a une forme de scepticisme
par rapport à un certain type de conservatisme, ce qui va introduire la possibilité d'une alliance, c'est ce qu'on retrouve dans la doctrine, si j'ose dire, de Stephen Harper, d'une alliance assez étonnante entre une forme de libertarisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il devrait y avoir le moins d'État possible, et une forme de conservatisme. Et là, on a, disons, la dernière tendance du néoconservatisme. Il faut faire par contre très attention, parce que ce que Odier nous invite à faire, c'est de montrer la complexité extraordinaire, disons, des modes de pensée qu'il y a au sein des traditions, disons, néolibérales et néoconservatistes. Et surtout, il nous invite à être prudents par rapport à leur cristallisation politique. C'est-à-dire le fait que, par exemple, quelqu'un comme Harper ait pris le pouvoir, ait disons, un mode de pensée au sujet du conservatisme. Ce qu'on appelle l'école de Calgary. Ben voilà, mais ne le rend pas tributaire de l'école de Calgary en tant que telle. Vous savez, l'école de Calgary, des gens comme Flanagan ou d'autres se montrent très très critiques aujourd'hui par rapport à Harper, parce que essentiellement le projet, disons, moral qu'ils veulent défendre, ils ne le retrouvent plus dans l'articulation gouvernementale actuelle. Ouais. Odier critique d'ailleurs les intellectuels qui ont caricaturé à son avis la pensée néolibérale. Là, il parle de Naomi Klein, la Canadienne, qu'on connaît évidemment pour nos logos, de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, des penseurs français. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Il faut faire attention quand on dit qu'il le reproche d'être caricaturaux, parce que il ne l'est pas non plus dans sa critique qu'il adresse à des gens comme Bourdieu, Foucault, etc. Ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il y a une tendance à vouloir penser, disons, des mouvements sociaux de la même manière qu'on va réfléchir sur des mouvements intellectuels. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire attention de ne pas confondre, disons, des inspirateurs d'un certain type de mouvements sociaux par mouvements sociaux au sens très large, c'est-à-dire ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, la manière dont on a réagi à la crise économique, par exemple. Ils doivent faire attention à les auteurs qui les ont inspirés, avec la complexité de leur pensée, et de l'autre côté, les résultats qu'a eu, disons, cette inspiration dans l'ensemble des développements économiques ou politiques qu'on a retrouvés dans les années 50-60. Alors, ce qu'il leur reproche essentiellement, c'est de croire que le néolibéralisme a introduit l'idée, disons, d'une forme de vision de la nature humaine qui fera en sorte que tous les individus se retrouvent pris dans un même mouvement qui est celui de l'économie, et ce qui représenterait une perte d'individualité. Oui. Alors, ce qu'il montre essentiellement dans son livre, c'est le citoyen client, par exemple. Voilà. Ce qu'il montre dans son livre, c'est qu'une telle analyse est dangereuse parce qu'elle permet ensuite, in fine, des amalgames. Par exemple, après, disons, mai 68, un certain nombre d'auteurs ont commencé à dire que de toute façon, le type d'individualisme propre au néolibéralisme et le type d'individualisme qu'on va retrouver dans les traditions libertariennes, par exemple, d'extrême gauche à la fin des années 60, finissent par se réunir. Et ça, c'est quelque chose qui lui apparaît très réducteur par rapport au mouvement de pensée de mai 68. Il en demeure pas moins qu'on a des phénomènes un peu semblables. Moi, je me souviendrai toujours, un jour, Cohn-Bendit, donc leader de mai 68, interview Jerry Rubin, qui lui est leader du mouvement étudiant des années 60, auteur du fameux livre Do It, et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es plus, ça se passe à peu près dans les années 80, il lui dit, Cohn-Bendit dit à Rubin, tu ne vas plus jamais aux manifs, tu ne fais plus d'action, tout ça. Et Rubin lui dit, t'as absolument rien compris. Dans les années 60-70, on demandait, on veut le monde maintenant. Oui. Maintenant, nous l'avons. Alors pourquoi le redonner? Et Cohn-Bendit est donc très 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 étonné de cela. Alors ça serait, disons, un contre-exemple par rapport à la thèse de Odier, mais c'est un contre-exemple d'une seule personne, et Odier a le mérite de montrer que le grand danger de la critique de gauche au sujet du libéralisme, c'est de perdre l'idée selon laquelle, en fait, il y a une défense des libertés individuelles. Donc, à force de vouloir critiquer le néolibéralisme dans toutes ses composantes, on rejette l'idée même de l'importance des libertés individuelles. Et de l'individu qu'il faut protéger. Alors que Odier appartient à une tradition qui est proche de celle, disons, sur le plan intellectuel à laquelle je m'associe, où la gauche, au contraire, représente la meilleure manière de défendre les libertés individuelles. Autrement dit, la gauche n'est pas un tout homogène qui oublie les individus, la gauche est l'union de tous pour la protection de chacun. Et ça, c'est quelque chose que l'étude du néolibéralisme nous permet, disons,
de nuancer non seulement le discours néolibéral, mais aussi le discours de la gauche elle-même. Avec ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle, avec la crise européenne, quelques années après la crise financière, est-ce que le néolibéralisme a encore un bel avenir, à votre avis? Je pense que oui. Évidemment, il prend plusieurs formes. Disons, le caractère protéiforme de ce mouvement est toujours étonnant. Il sait rebondir. Stiglitz, par exemple, avait annoncé pratiquement sa disparition. L'économiste avait annoncé pratiquement sa disparition au moment de la dernière crise, en disant que là, le coût était tel que... C'était la chute du capitalisme, Bon, la dérive. En même temps, le problème, c'est que les gens qui sont attachés à leur pouvoir sont prêts à en changer la modalité pourvu qu'ils restent au pouvoir. Donc là-dessus, il y a des surprises étonnantes. Moi, ce que je peux constater par contre, c'est que il y a une transformation du discours de la gauche qui est plus en mesure de s'adresser justement aux problèmes représentés par la droite économique et la droite conservatrice, précisément parce qu'elle n'est plus, disons, engoncée dans une espèce d'appareil rhétorique qui l'empêchait de respirer. Ouais, une utopie même, hein, parfois. Une utopie, ça c'est bon, disons. Le problème est secondaire, c'est surtout que ces outils étaient pauvres parce qu'elles s'empêchaient d'utiliser des catégories qu'elles croyaient, comme celle des libertés individuelles, qu'elles croyaient appartenir à l'adversaire. Alors que, voilà, le grand effort, par exemple, d'auteurs comme Tocqueville ou d'auteurs même comme Raymond Aron, qui est associé au conservatisme, lorsque, à la gauche, on lit ces auteurs, on réalise l'importance d'une défense des libertés individuelles, mais l'importance aussi des outils que la gauche possède pour, justement, œuvrer donc à cette défense. Ce qu'on peut reprocher à Serge Audier, dites-vous, c'est une façon d'être un peu trop nuancé, de se perdre d'une certaine façon en nuances, hein? Oui, bon, alors... Au cours de ces 636 pages, la question. Oui. C'est ça. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire l'histoire d'une nuance et en même temps lui reprocher d'être trop nuancé. C'est vrai. Le problème, et là, c'est une question, disons, de méthode philosophique. Là, il y a une grande différence entre disons, la méthode philosophique d'Audier puis, disons, méthode philosophique qui serait la mienne ou celle d'autres personnes. C'est que, ce que je trouve dommage, c'est qu'un auteur qui nous propose un parcours aussi complexe doit aussi nous donner une boussole. C'est-à-dire, n'importe quel livre doit toujours venir avec son mode d'emploi. C'est-à-dire, on doit toujours pouvoir, lorsqu'on voit, par exemple, une carte, lorsqu'on consulte une carte pour pouvoir se rendre d'un point X à un point Y, il faut aussi les outils qui nous permettent de comprendre cette carte. Sinon, essentiellement, nous sommes devant une représentation qui devient beaucoup trop abstraite. C'est une méthode un peu française, hein? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais disons, j'aurais tendance à vous donner raison. Néolibéralisme, donc une archéologie intellectuelle de Serge Audier est publié chez Grasset. Christian Nadeau, merci beaucoup de l'avoir lu. Le 11 août dernier, Mitt Romney, candidat républicain aux prochaines élections américaines, a annoncé l'identité de celui qu'il a choisi comme co-listier de cette campagne à la présidence, Paul Ryan, 42 ans, membre de la Chambre des représentants depuis 1999, farouche partisan d'une réduction radicale de la taille de l'État et adepte avoué de la pensée de la philosophe d'origine russe Ayn Rand, dont les écrits ont aussi eu une forte incidence sur des hommes de pouvoir comme Alan Greenspan, Ron Paul, Ronald Reagan, l'ancien président américain, ou même Craig Newmark, le fondateur de Craigslist. Pour analyser la pensée et l'impact d'Ayn Rand, nous retrouvons notre collaborateur Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Christian, qui est Ayn Rand? Ayn Rand, donc, comme vous l'avez dit, est une écrivaine d'origine russe, en fait d'origine de Saint-Pétersbourg, qui est arrivée relativement tôt aux États-Unis, qui a fui en fait la révolution bolchevique, qui a travaillé dans le cinéma, notamment avec Cecil DeMille. Elle a travaillé aussi comme scénariste, donc elle a, disons, très rapidement imposé sa marque. Elle a eu, disons, un réseau d'influence et elle s'est ensuite lancée dans le roman. Mais elle a toujours travaillé sur deux niveaux, je dirais. C'est quelqu'un qui en fait a trouvé que le roman était le meilleur moyen pour elle de mettre en scène ses idées philosophiques. C'est intéressant, elle a déclaré, elle a écrit que pour elle, la fiction avait plus d'impact dans l'expansion des idées, dans la propagation des idées que les essais. C'est intéressant quand même. Toujours plus de monde par la fiction, par la force des choses. Mais je pense que là, c'est aussi une question, prenons par exemple une auteure comme Iris Murdoch, qui est une philosophe, mais qui a surtout écrit des romans. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les personnages représentent des idées et des tensions entre des idées. Donc au lieu d'avoir des tensions entre un argument et un contre-argument, en fait, c'est la psychologie
psychologie sert à montrer, par exemple, pas seulement la psychologie, mais aussi les émotions servent à montrer des contradictions, par exemple, dans une manière de voir les choses. Ou la difficulté. Ils mettent en pratique leurs idées. Tout à fait. Les mettre en scène, évidemment, créer des personnages qui vont les porter. Dans le cas de Ayn Rand, c'est particulièrement important parce que ces personnages, ou alors l'univers social de ces personnages, sont très représentatifs des thèmes qu'elle veut aborder. Comme par exemple dans The Fountainhead, un roman qui est paru donc avant le fameux Atlas Shrugged. Là où elle met en scène un personnage, un architecte, qui est celui qui fait bouger le monde. Donc c'est vraiment un personnage qui domine son environnement. Alors que le roman qui est le plus connu, Atlas Shrugged, là c'est plutôt le contraire en fait, parce que le personnage central est persécuté, mais surtout n'apparaît qu'au dernier tiers du roman. En fait, il est l'influence, il est la manière dont le monde réagit par rapport à lui, ce qui est donc la dynamique inverse du roman de Fountainhead. Le fameux roman dont vous venez de parler, Atlas Shrugged, est paru en 1957. Une version française convenable est parue seulement l'an dernier, en 2011. Oui, je n'ai pas eu le temps de la voir. Bon, il y a toute une histoire au sujet de la traduction, parce que la première traduction qui avait été faite, Ayn Rand l'a rejetée, jugeant qu'elle n'était pas à la hauteur. Ensuite, il y a eu différentes initiatives. Et il faut voir que je crois que c'est un phénomène typiquement américain au niveau de la représentation d'un certain type d'intellectuel qui va toucher un vaste public avec des œuvres très 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 complexes, voire même compliquées. Les romans ne sont, à mon avis, pas des grandes œuvres littéraires, mais bon, peut-être que je ne suis pas, vous connaissez mes opinions politiques, peut-être ne suis-je pas suffisamment charitable. Mais vous êtes pas le seul. Moi, je me souviens de Christopher Hitchens, un de mes héros, qui avait décrit le style littéraire d'Ayn Rand en disant que c'était transcendentally awful. Donc, on pourrait traduire ça d'une par médiocrité transcendantale. Et voilà. Et pourtant, ces livres sont lus, vendus à des millions d'exemplaires. Paul Ryan, parlons de lui, puis c'est à cause de sa nomination que l'on parle de nouveau d'Ayn Rand et qu'on se rend compte de son influence intellectuelle sur beaucoup de politiciens conservateurs, forcément, offraient Atlas Shrugged aux gens qui travaillaient avec lui comme cadeau de Noël. Il a même avoué que cette femme-là l'avait incité dans le service public. Oui, c'est assez étonnant. En fait, j'ai l'impression que l'influence est beaucoup plus au niveau, disons, de sa vision du rôle de l'individu en société que de ses idées beaucoup plus larges, par exemple, sur, je ne sais pas moi, la séparation de l'Église et de l'État, ce qui d'ailleurs ne peut pas convenir à quelqu'un comme Paul Ryan. Donc, qui est catholique, évidemment. Et puis qui ne serait pas du tout à l'aise, parce que Paul Ryan est d'abord et avant tout un conservateur avant d'être un libertarien, alors que quelqu'un comme Ayn Rand, elle, d'abord et avant tout, ce qui compte, c'est la liberté individuelle. Et cette liberté individuelle t'amène à faire des choix, comme par exemple des choix au sujet de la liberté économique ou d'une forme de laisser-faire économique. Mais ces choix doivent être endossés par l'individu. L'individu avant tout. En fait, elle est le modèle du rêve américain, puisqu'elle a réussi par elle-même dans une Amérique, et que sa pensée suit ce rêve américain de la réussite individuelle possible. Oui, mais je pense que là, elle aurait la subtilité peut-être de répondre que attention, elle n'est pas l'illustration. Vous m'accusez de manque de subtilité. Non, pas du tout. J'essaie de dire qu'elle aurait la subtilité, donc de réagir en disant que elle n'est pas simplement, disons, le produit de quelque chose, mais que au contraire, elle est l'incarnation, elle est ce qui fonde un mouvement. Donc, autrement dit, le rêve américain n'existe non pas tellement par ses représentations, mais parce que des individus portent le monde sur leurs épaules. Donc il y a vraiment, c'est pratiquement une idée nietzschéenne de surhommes qui sont en mesure de pouvoir porter le monde, et si ces surhommes cessaient de le faire, alors le monde tomberait de lui-même. C'est d'ailleurs le thème du Atlas Shrugged. Elle est aussi mal comprise que Nietzsche, parce que Nietzsche... c'est parce que en réalité, d'une part, elle a pris ses distances, elle a été très critique à l'égard de Nietzsche. Je pense que Nietzsche aurait été très critique à l'égard d'Ayn Rand, mais elle a été très critique à l'égard de Nietzsche parce que elle y voyait une forme, disons, de philosophie mystique, donc à laquelle elle n'adhérait pas du tout, parce qu'elle était partisane de ce qu'elle appelait l'objectivisme et l'idée selon laquelle en fait les individus devaient faire des choix rationnels. Mais ces choix rationnels devaient faire en sorte que lorsqu'un choix est fait par un individu, lorsqu'un individu fait un choix, alors il le fait en toute
connaissance de cause. Donc il n'est pas porté, par exemple, parce qu'il a une vocation ou une mission ou quelque chose qui lui serait donné. Non, c'est véritablement un effet de la raison, du travail de la raison. Et un effet aussi de la révolution bolchevique qu'elle a fui, donc une peur bleue du collectivisme. Et ça, c'est représentatif de sa pensée. Et ça peut séduire aussi des politiciens, là, c'est ça comme Ronald Reagan, par exemple. Voilà, mais c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans les mouvements de droite, en particulier dans la droite conservatrice, une tension entre un libertarisme, donc l'idée où il ne doit y avoir absolument aucun obstacle aux libertés individuelles, et en même temps une forme de conservatisme très puissant. Donc Harper, par exemple, Stephen Harper, lui a réussi à faire en sorte que on mette le conservatisme en premier et le libertarisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de moins en moins d'États, soit au service finalement de la pensée conservatrice. Mais il n'en demeure pas moins que l'objectif social, c'est-à-dire une représentation de la société, passe en premier. Ça, c'est complètement contraire à ce que propose Paul Ryan aussi. Paul Ryan ne peut pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été bien obligé de prendre ses distances, parce qu'on lui a dit, écoute, il y a une grande contradiction, parce que les gens qui sont des fans d'Ayn Rand ne sont pas du tout des gens qui pensent en termes de, de prédominance de la religion sur les affaires de l'État, et encore moins sur les mœurs. Est-ce que c'est étonnant en 2012 de voir des politiciens avouer être formés par une pensée intellectuelle? Mon Dieu, c'est une bonne question. Écoutez, en un sens, on pourrait dire que ce serait heureux. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est une caution, tout simplement. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y a une réflexion derrière. Maintenant, il faut voir si c'est réel ou non. Dans le cas de... moi, ce que je peux voir essentiellement de Ayn Rand, pourquoi est-ce qu'elle séduit tant la classe politique américaine? Bon, Ryan n'est que le dernier en liste. C'est quelque chose qui va revenir dans 6 mois. Ron Paul aussi, Donc, et je pense essentiellement que c'est véritablement l'idée qu'il y a des individus, un peu des Citizen Kane de la politique, qui sont en mesure de dominer le monde. Simplement, ce n'est pas Orson Welles qui aurait fait le film, mais Ayn Rand. Donc, il y aurait une victoire définitive de cette espèce de ces personnages qui dominent véritablement la situation et qui, même lorsqu'ils ne sont pas présents, c'est-à-dire même lorsqu'ils n'interviennent pas, par exemple, qui ne sont pas dans le roman ou présents dans les faits, sont le centre de gravité de l'ensemble des actions. C'est-à-dire, ils deviennent au centre du monde. Au centre du monde. Tout à fait. C'est un désir de puissance. Tout aussi. à fait. Nicolas? Et j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a un contexte social qui était favorable aux États-Unis pour la réémergence d'Ayn Rand à l'avant-plan, comme ça, des idées intellectuelles, parce qu'on parlait de son anti-collectivisme, de sa haine du bolchevisme. Témoigné dans les commissions de MacArthur aussi, dans les années 50. Aujourd'hui, justement, il y a un discours dans le Tea Party, dans le Parti républicain, où on accuse Obama d'être un marxiste, littéralement, et donc on ramène cet anti-communiste notoire, là, je sais pas, c'est... Oui, mais en même temps, encore une fois, il y a ce contexte-là, mais le problème, c'est que c'est de choisir ses bons outils. Et là, en l'occurrence, Ayn Rand, en dehors de ce que je pense de la valeur de son œuvre, n'est pas le bon outil parce qu'elle va précisément à l'encontre des valeurs prédominantes de cette droite, mais aussi elle met, disons, en lumière leurs contradictions, parce que il y a toujours eu, au Québec, on le voit aussi, par exemple, vous avez des gens qui s'inspirent de la droite et qui en même temps vont dire, d'abord et avant tout, nous sommes profondément de droite, c'est-à-dire que nous pensons qu'il doit y avoir liberté individuelle, etc., et qui, lorsqu'on en arrive aux questions de débats sociaux liés à, par exemple, à nos mœurs ou à nos valeurs, là, tout à coup, se révèle extrêmement conservateur et souhaiterait l'intervention de l'État. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est on n'en est pas à une contradiction près. Non, on est pas. Voilà. Donc, nous placerons les références des livres de Ayn Rand sur notre site web. Christian Nadeau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.